There's Blake to Roy. This is for the Drexler. Oh, no! It counts and Drexler. The Portland Trailblazers select Damian Lillard. It's Lillard. He got the shot off. Lillard good! Good! And the Blazers win the series for the first time in 14 years! Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette preview du premier tour qui va opposer Portland aux Los Angeles Lakers. Épisode Jake Lehman du Ripcast, puisqu'on arrive au 10e épisode du podcast. Une nouvelle marche de franchie, mais qui n'est rien comparée à celle qui attend nos Blazers. Pour m'accompagner sur ce podcast, il est probablement celui qui vit dans une perpétuelle rivalité avec les Lakers, en étant à la fois fan des Blazers et des Celtics. Tu m'étonnes. C'est Florent, comment vas-tu ? On est en play-off, on est en play-off, on est en play-off. Eh ben, ça va très très bien, mes chers amis. On l'a fait. Ça a été dur, compliqué, mais on l'a fait. Nous sommes en play-off. C'est fantastique. Une magnifique introduction de Florent. Et maintenant, on accueille celui qui attend cette série depuis le début de la bulle et qui est prêt à dégainer ses meilleurs punchlines dès que le tip-off sera donné. C'est Adrien. Comment ça va ? Yes, ça va, merci. Ouais, on l'attend depuis le début. Maintenant, on l'a. Ça y est, on est en play-off. On l'a fait. Et maintenant, ça va être une toute autre paire de manches face aux Lakers. Et voilà, en tout cas, on aura les armes pour les contrer. Et on n'a pas de quoi, être sceptique. Et il faut être optimiste. On va en parler. On a les armes pour faire déjouer ces Lakers. Et on est donc à nouveau au complet pour en parler de ce qui est probablement l'un des matchs entre numéro 1 et numéro 8 le plus alléchant de ces dernières années, Portland face aux Lakers. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs et que le Ripcast est à retrouver sur une multitude de plateformes comme Apple Podcast, Google ou encore SoundCloud. Et si le podcast ne figure pas sur votre plateforme favorite, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mais trêve de bavardage, il est temps pour nous de parler de ce premier tour de play-off et c'est juste après ça. D'un côté, les Blazers, 8e équipe de l'Ouest, qui ont terminé la saison avec 35 victoires et 39 défaites. De l'autre, les Lakers qui ont littéralement marché sur la conférence en terminant à la première place avec un bilan de 52 victoires pour 19 défaites. On a donc une opposition de style entre ces deux équipes puisque Portland avait cette année la 3e attaque et la 28e défense de la Ligue, tandis que LA, de son côté, possédait la 3e défense et la 11e attaque de toute la NBA. Alors messieurs, d'abord un tout petit mot sur cette affiche. Alors je connais déjà l'excitation d'Adrien à l'aube de cette série. Alors, je vais commencer par toi, Florent. Damian Lillard face à LeBron James. Y a-t-il un duel plus excitant à l'approche de ces playoffs ? Oui, c'est un très très beau duel. LeBron James, bien sûr, c'est LeBron James. Et puis Lillard, en ce moment, est l'homme en forme de la NBA. Il a été élu fraîchement MVP de la bulle. Donc oui, c'est un très beau duel parce que c'est deux stars qui sont en pleine forme et qui vont tout donner, on le sait. En plus, ils aiment les playoffs, ils aiment les matchs à enjeu. Donc oui, c'est une très très belle confrontation. Et toi, Adrien, comment tu te prépares à vivre cette série ? Ouais, ça va être une très belle confrontation à regarder. Nous, ça va être évidemment compliqué, on va le dire, mais on a les armes pour les contrer, comme j'ai dit. Il y aura du beau monde sur le parquet. Ça va scorer dans tous les sens. LeBron James, Damian Lillard, Anthony Davis, CJ McCollum. Carmelo Anthony, ça va être une belle série à vivre, je pense. J'espère qu'elle sera serrée. Et on a hâte qu'elle commence. Et une série de playoffs qui sera forcément particulière de par le contexte. Et justement, on va revenir sur la dynamique des deux équipes dans cette bulle, qui n'est clairement pas la même. Car si les Blazers devaient jouer chaque rencontre comme un match de playoff, les Lakers, ils ont plutôt été tranquillement sur ces 8 matchs. Donc, on a déjà beaucoup parlé des Blazers dans la présentation du play-in face à Memphis. On a dit qu'ils ont beaucoup dépendu de Damian Lillard. Mais les Lakers, est-ce que tu peux nous en parler, Adrien ? Comment ils étaient justement dans cette bulle d'Orlando ? Ouais, comme tu l'as dit, c'est un
c'est totalement l'inverse de nous. Nous, on a eu à s'employer sur tous les matchs de A à Z. Eux, ils étaient plus dans la gestion. Ils ont pas mal fait tourner. Voilà, ils ont pas un super bilan dans la bulle. Je sais plus très exactement. Je crois qu'ils sont à 2-6 ou 3-5. Voilà, quelques petits éclairs d'Anthony Davis, mais sinon c'est pas très convaincant. Après, c'est pas sur ça qu'il faut se baser. On aura le vrai visage des Lakers cette nuit à 3 heures du matin, et c'est là qu'on verra vraiment quel visage ont ces Lakers-là. S'il y a quelque chose sur quoi on doit se baser, c'est surtout sur leur saison et sur leur deuxième partie de saison plutôt que sur leur passage dans la bulle, où je pense qu'il n'y a pas trop il y a pas trop de conclusions à tirer de ces matchs-là. Et tu me fais un magnifique passage de rallye puisque vu qu'il est difficile de ressortir des éléments concrets des 8 matchs des Lakers à Orlando, on va parler plutôt de ce qu'ont fait les Californiens durant la régulière, où pour le coup, ils ont été plutôt impressionnants. Alors Florent, j'ai envie de te demander quels sont les axes forts qui définissent cette équipe pour éclairer nos auditeurs sur les Lakers. Sans surprise, il y a deux axes principaux, hein, le duo Anthony Davis et LeBron James, deux tueurs aussi bien en attaque et aussi en défense, notamment pour Anthony Davis, sont les deux axes principaux. C'est une équipe qui a plutôt une bonne attaque, une très bonne défense, forte dans le rebond offensif, ce sera un élément clé. Et puis, alors, elle joue offensivement, elle s'appuie beaucoup sur ses deux leaders, donc un jeu plutôt basé sur l'ISO, etc. Certains diront qu'ils en abusent, mais ils ont raison de jouer autant. Quand on a deux joueurs de ce type-là, autant jouer avec ses points forts. Pas une équipe très très à droite et très excitée à tirer derrière la ligne à 3 points. Et puis, faudra noter un peu plus tard, on en reparlera, je pense aussi, quelques absents, Rondo et Bradley notamment, qui poseront sans doute quelques petites difficultés aux Lakers. Mais voilà, ils sont numéro 1 de la conférence Ouest. C'est pas un hasard, c'est pas tant que ça une surprise. Ils ont été très très forts. Ils ont, comme l'a dit Adrien, plutôt géré cette bulle. Ils ont gagné je crois qu'ils ont fait un 4/3 au début. Voilà, ils ont gagné ce qu'il fallait, histoire de s'assurer la première place, puis ils ont un peu fait tourner, reposer. Ils ont eu raison. Voilà, maintenant, les vraies choses vont commencer. Les Lakers, donc voilà, grosse équipe. Et puis nous, à l'inverse, une saison régulière qui finalement ne veut pas dire grand-chose. Nurkic a joué moins de 10 matchs, Collins à peine 20, Rodney Hood en a joué 20 et aujourd'hui il est out. Donc on part aussi, c'est ça qui donne un peu d'excitation dans cette série, c'est que on ne sait pas trop ce que va vraiment donner Portland. Et puis les Lakers ont parfois montré des choses un peu décevantes aussi. On sait que c'est un équilibre fragile. Donc voilà, ça peut être ces petites choses-là qui peuvent donner du sel à une série qui, pourtant, 1-8, on pense que ça va être facile. Mais on ne sait jamais, tout peut arriver, surtout avec Lillard et compagnie qui aiment bien les matchs à frissons. Et toi, Adrien, quel regard tu portes sur les Lakers? Bah, ils font une saison régulière qui force le respect, hein. Ils sortent d'une saison régulière à 52 victoires pour 19 défaites. Donc voilà, ils partent clairement favoris. Maintenant, il y a deux visages des Lakers. Il y a les Lakers du début de saison qui font un très très gros début de saison. Et il y a les Lakers de la deuxième partie de saison où c'est un peu plus compliqué offensivement, notamment à 3 points, Flo en a parlé. En 2020, les Lakers, ils sont la 20e attaque pour la 4e défense. Donc en défense, voilà, ça reste très solide, mais offensivement, si on prend juste l'année 2020, les Lakers, ils ont la 27e adresse à 3 points. Donc à l'inverse, si on part sur l'année 2020, les Blazers ont la meilleure attaque en NBA, mais on a la 29e défense. Donc voilà, ça va être une opposition de style, clairement. Évidemment, il faudra compter sur LeBron James et Anthony Davis. Évidemment qu'à partir du moment où tu as un joueur comme LeBron James, qui est le meilleur joueur du monde, et surtout en playoff, tu pars pas favori, va falloir le contrer, va falloir essayer de le contenir, même si ça va être compliqué. Il y en a beaucoup qui y sont essayés, peu s'en sont sortis. Évidemment qu'il va créer des brèches dans notre défense et que du coup ça va créer des shoots ouverts. Et là, je pense que le point clé de cette série, ça va être, et surtout pour les Lakers, ça va être leur adresse extérieure. Et si ça met pas dedans, nous à l'inverse, on va mettre dedans. Ça va être tout pour l'attaque un peu pour Portland, hein. On le sait, ça attaque fort, ça défend pas beaucoup.
Voilà, faudra mettre dedans, faudra surtout mettre plus de points qu'eux, hein, c'est le jeu du basket, même si on sait que défensivement ça va être compliqué. Faudra mettre beaucoup de points, faudra un grand CJ McCollum, faudra un grand Damian Lillard, faudra un grand Carmelo Anthony, mais voilà, on a toutes les raisons d'y croire. Et donc justement, maintenant, on va en parler de toutes ces clés qui peuvent faire basculer la série d'un côté comme de l'autre. Alors, est-ce que Damian Lillard et ses coéquipiers ne vont pas être trop émoussés par leurs efforts précédents? Est-ce que ça va cliquer directement pour les Purple and Gold? Tout ça, on en parle juste après. Dame looks at the double team, gets rid of it over to CJ with 3, with 2. Mo out of the corner, raising Let's up. go home. Let's go home. Mo Harkless says good night, Los Angeles. Il est donc maintenant l'heure de rentrer pleinement dans ce match-up entre Portland et Los Angeles. L'attaque emmenée par Damian Lillard face à la défense construite par Frank Vogel. LeBron James sans véritable opposition qui fera face à son ami Carmelo Anthony. Le secteur intérieur des Blazers qui devra tenter de contenir Anthony Davis. Autant de questions qu'on va tenter de répondre. Alors messieurs, la première que j'ai envie de vous poser, c'est comment faire pour stopper le duo LeBron James-Anthony Davis? Adrien peut-être? Eh ben, écoute, bonne question. J'aimerais bien avoir la réponse. Je l'ai pas malheureusement, mais LeBron James, je pense qu'il faudra. On se pose la question de s'il faut doubler. Évidemment qu'il faut doubler. Je pense qu'il faut plutôt qu'on mise sur des échecs, sur les shoots extérieurs. Comme je l'ai dit, l'adresse à 3 points, elle est un peu aléatoire côté Lakers sur cette fin de saison. Je pense qu'il faut surtout miser sur ça et essayer de contenir LeBron James au maximum. Maintenant, voilà, c'est un joueur qu'il va falloir contenir à 3 points et surtout, il va falloir lui interdire le drive. S'il drive, ça peut vite devenir très compliqué. Ajouté à la présence d'Anthony Davis dans la raquette, évidemment, ça va être un enfer aussi à contenir ce genre. Maintenant, je pense qu'on a les armes pour essayer de, au moins, ne serait-ce que diminuer un peu Anthony Davis avec Jusuf Nurkic, avec Zach Collins. Faudra voir l'état de forme de Zach Collins aussi. On n'a rien vu passer sur lui. On sait qu'il a une petite douleur à la cheville contre Memphis. Mais je pense que voilà, Jusuf Nurkic et Zach Collins qui se relèvent sur Anthony Davis, ça peut le faire. La clé, ça va être d'essayer de pas commettre trop de fautes parce qu'on sait que c'est un problème qui est récurrent chez Jusuf Nurkic, chez Zach Collins et même chez Hassan Whiteside, qui sera peut-être amené aussi à faire quelques petites missions défensives sur Anthony Davis. Faudra surtout pas commettre des fautes trop rapidement. Voilà, je pense que dans tous les cas, ils vont faire leurs stats. Voilà, faut juste essayer de pas se faire ouvrir en deux et voilà pour Anthony Davis, pour LeBron James. Je vois passer un peu partout. Oui, Portland n'a personne pour contenir LeBron James, mais en réalité, et comme ça, la c'est répété, défense d'équipe au-dessus de défense individuelle. Faudra défendre tous ensemble. Et dans tout cas, il n'y a pas de LeBron stopper, ça n'existe pas. Et comme je l'ai dit, l'idéal, ça serait d'orienter les attaques des Lakers pour essayer de faire en sorte que des joueurs qui sont sur une adresse un peu aléatoire, comme je l'ai dit, prennent le plus de shoot possible. Alors justement, Adrien l'a dit, il sera difficile de contenir LeBron James individuellement, il faudra le faire peut-être plus en équipe. Alors Florent, quelles peuvent être les clés tactiques et collectives que Terry Stotts peut mettre en place pour essayer de ralentir le mieux possible LeBron James et Anthony Davis? Le tacle, principalement. Mais malheureusement, c'est pas autorisé. Non, alors ça va être très compliqué. Oui, je pense qu'il faut pas non plus. Alors, c'est le problème, c'est qu'il faut pas non plus totalement se focaliser sur lui. D'une part, parce qu'il n'y a pas que lui, et notamment avec la grande tour qu'est Davis. Et puis, de toute façon, LeBron James, s'il a envie de vous mettre la misère, il vous mettra la misère. On n'a pas les moyens de le contenir, donc il faudra un petit peu l'isoler, l'empêcher d'être trop passeur et puis essayer de donner du fil à retordre aux autres. Et voilà, ce sera aux autres de nous battre, ce sera aux autres de nous tuer. Alors, ce qui ne veut pas dire bien sûr faire une porte ouverte à LeBron James, mais on n'a pas un joueur type vraiment capable de le freiner plus que ça. Donc, il va falloir d'abord un travail d'équipe, il faudra beaucoup de cohésion d'équipe, il faudra parfois des prises à deux. Du coup, il faudra bien suivre, il faudra, du coup, prise à deux, il y a des risques de décalage, il faudra être vigilant, être rapide sur les dépassements. Et puis voilà, il faudra tenter le plus possible de poser problème sur ses coéquipiers. Et puis les forcer aussi, je pense, Terry Stotts, à mon avis, a intérêt à faire de la défense de zone
On sait que les Lakers n'aiment pas trop tout au long de la saison. Ça n'a pas été un type de défense qu'ils ont beaucoup apprécié, qu'ils savent très bien gérer. En plus, on l'a déjà dit, le shoot à 3 points, les shoots extérieurs, c'est pas la grande force. Même à mi-distance, c'est pas une équipe très très bonne à mi-distance. J'allais dire Portland, mais les Lakers. Donc une bonne défense de zone, des familles. Si elle est bien exécutée, déjà, ça leur posera des problèmes offensivement. Ça peut les forcer aussi peut-être à perdre quelques ballons, ce qui peut nous permettre de jouer en transition et mettre des points faciles. C'est comme ça qu'on s'en sortira. C'est la difficulté quand il y a un joueur hors norme comme LeBron James, c'est qu'il faut bien sûr défendre sur lui, mais il ne faut pas non plus qu'il vampirise toute la défense, parce que dans ces cas-là, il va s'amuser avec nous. Si je caricature, mais si on fait une prise à 3 ou à 4, il donnera le ballon à l'un de ses coéquipiers qui terminera le travail sans problème. Donc voilà, de la bonne zone déjà, ça devrait les faire chier. Et puis de la solidarité collective, c'est par la solidarité collective qu'on passera. On n'a pas un top défenseur dans notre équipe, donc il faudra une top équipe pour rivaliser. Je suis assez d'accord, juste pour rebondir sur Flo pour la zone. C'est un système que Terry Stotts a mis en place aussi quelques fois dans la bulle et on a vu que ça a plutôt marché quand il l'avait fait. Et aussi pour LeBron James et pour l'attaque des Lakers en général, il faudra surtout faire attention, je pense, aux transitions, aux contre-attaques. On sait que c'est une équipe qui court beaucoup, contrairement à nous. Et il faudra essayer de limiter les points sur contre-attaque au maximum, donc éviter les pertes de balles et être sérieux sur tout ce qui est box-out, etc. Je pense que ça, c'est un truc qu'il faut absolument limiter, c'est toutes les transitions côté Lakers. On sait que ça va vite avec LeBron et après ça peut dégainer de partout. Donc à ce niveau-là, faudra voilà un repli. On a été plutôt constant cette saison à ce niveau-là sur les replis défensifs. C'est un truc voilà qu'il faudra absolument faire attention face aux Lakers. Si on peut casser les rythmes, entre guillemets, ouais, carrément. Un match trop rapide. Alors c'est compliqué parce qu'il faudra un match assez offensif et en même temps pas trop rapide. Donc il faudra trouver le bon dosage. Mais si on commence à jouer à court, ce sera trop compliqué avec les joueurs qu'ils ont globalement. Donc, ouais, on va perdre à ce jeu-là. Ça c'est sûr. Ouais, clairement, il faut pas. À mon avis, il faut vraiment ralentir le rythme au maximum parce qu'on a vu que cette saison, c'est des matchs qui ne ressembleront bien sûr pas à ce que peut être un match de play-off, mais on a vu que Portland, surtout à domicile, avait parfois tendance à s'emballer, accélérer le jeu. Mais justement, c'est un jeu accéléré qui bénéficie encore plus aux Lakers avec LeBron James, avec Anthony Davis et même avec leurs role-players comme Kuzma qui se régale tout simplement sur transition. Donc, il faudra au maximum pour Portland jouer sur demi-terrain, forcer les Lakers à mettre des points sur demi-terrain. Et pour rebondir ce que vous disiez plus tôt, c'est clair que LeBron James, on ne pourra pas limiter son impact individuel. S'il voudra scorer sur nous, il pourra le faire. Il n'y aura pas forcément quelqu'un pour le stopper, mais il faut vraiment réussir à contenir ses partenaires justement parce que cette année, LeBron James, c'est le meilleur passeur de la ligue. Et donc, justement, il orchestre à merveille pour ses role-players. En plus, il en a à foison qui jouent sans ballon. Donc, c'est un truc qu'il adore. Faudra aussi réussir pareil, dans le fait de limiter ses partenaires. C'est le fait que LeBron James essaye souvent d'obtenir des mismatchs. Par exemple, avec un KCP qui vient lui poser un écran, même un Danny Green. Et en fait, de ces écrans, il obtient le mismatch qu'il veut. Et là, c'est encore plus facile pour lui scorer. Donc, à mon avis, pour moi, parce qu'on a vu que de temps en temps, là, Portland se mettait à switcher. C'est pas forcément quelque chose qu'on faisait auparavant, mais sur la bulle, là, on l'a vu assez souvent, je trouve. Donc, peut-être face aux Lakers, ce sera pas forcément la bonne solution. Même si, bien sûr, il y aura toujours des moments où les Lakers arriveront à trouver des mismatchs. Mais il faudra en tout cas les limiter au maximum. Alors, maintenant, si on aura du mal à limiter James et Davis, de l'autre côté, les Lakers auront aussi, je pense, des difficultés à limiter notre backcourt, nos deux meilleurs joueurs que sont Damian Lillard et CJ McCollum. Et pour cause, Avery Bradley est absent de cette bulle. Rajon Rondo, qui avait posé d'énormes soucis avec les Pelicans il y a 2 ans en play-off, ne devrait pas être remis pour ce premier tour. En tout cas, il ne sera pas remis pour les premiers matchs. Donc, on en a parlé. Il y a bien Danny Green qui est arrivé cette saison. Il y a aussi Kendavius Caldwell-Pope. Mais est-ce que ça peut suffire pour contenir un backcourt des Blazers ? On le sait, Lillard est en feu. Il devrait l'être encore. McCollum sur courant alternatif, mais qui, dans les moments chauds, est souvent très bon.
Est-ce que ça peut suffire pour les Lakers, Florent? Alors, c'est vrai qu'on a de la chance dans le malheur des Lakers, c'est qu'ils ont deux absents notables qui sont Rondo et Bradley. Et ça tombe bien parce que du coup, ça leur supprime deux défenseurs à l'extérieur. Et nous, notre force, comme tu l'as dit, c'est notre duo d'extérieur. Donc, c'est une très bonne chose pour nous. Ils vont avoir, oui, un peu de difficulté à défendre sur nos deux extérieurs. Il y a Danny Green qui, faut être franc, ne fait pas une très bonne saison. Déjà, là, la saison dernière, aux Raptors, on voyait un peu le déclin du joueur. Ça s'est confirmé tout au long de la saison, que ce soit d'ailleurs sur son tir à 3 points ou globalement sur sa défense. Il est un petit peu en deçà. C'est un petit peu là où on a une grosse carte à jouer. Va falloir en effet que le duo soit vraiment très très bon, parce que là, on peut poser de réelles difficultés aux Lakers. Ils n'ont pas de, c'est pas, je sais bien qu'il y a une jolie hype autour de lui, mais c'est pas Caruso qui va inquiéter Lillard. Donc en tout cas, je serais très étonné. Donc là, il faudra appuyer là où ça fait mal, et nous là où on peut faire mal, c'est sur nos extérieurs. Espérer aussi qu'ils puissent faire tomber quelques fautes. Au-delà des paniers faciles, ça permet aussi de poser peut-être des problèmes de faute sur certains joueurs, sur certains postes. Si Davis doit être embêté par les fautes, ce serait un scénario optimal, mais ça va être compliqué. Mais voilà, essayer de faire tomber des fautes, ou ne serait-ce que les extérieurs adverses, s'ils commencent à avoir des problèmes de faute, les rotations vont être vraiment plus faibles. Mais oui, c'est ça notre force. Si eux ont un duo, nous aussi on a un duo. Il va falloir que celui-ci soit en très grande forme. Je pense qu'ils le sont. En tout cas, pour l'instant, McCollum tient, parce qu'on sait que McCollum est en feu dans les moments chauds. Et s'il y a un truc qui est en feu en ce moment, surtout chez lui, c'est ses vertèbres. Et qu'il va falloir qu'il tienne. Pour l'instant, ça tient, mais espérons-le. Mais oui, notre force, c'est justement qu'on va avoir des extérieurs assez libres pour leur faire très mal. Alors, juste pour rebondir sur ce que disait Flo, il disait un truc très intéressant. On se demandait tout à l'heure comment est-ce qu'on pouvait contenir Anthony Davis et LeBron James. Je pense qu'une des solutions, ça serait de les cibler en attaque pour essayer de faire en sorte qu'ils commettent le plus de fautes possible et que du coup ils aient un temps de jeu limité. Ça serait, on l'a pas dit, mais Flo vient de le dire très justement. Je pense que ça serait, c'est un axe qu'il faut cibler. Mais c'est Et à double ensuite, tranchant. ouais, Parce que Davis est un très bon défenseur. Donc le cibler, je suis d'accord avec toi, hein, mais c'est une tactique à double tranchant. Parce que malheureusement, il est aussi capable de te mettre des paluches sur ton ballon et te retrouver comme un con contré. Mais en effet, ça peut être un scénario qui nous aide. Risqué, mais efficace. Et est-ce qu'on a ouais, les joueurs pour faire ça aussi? ouais, je pense de toute façon, on a Lillard sur le drive. De toute façon, Youssouf peut prendre la balle aussi à l'intérieur, hein. Il peut prendre la balle. Après, il va peut-être être défendu par Magui, mais voilà, si on peut pénétrer, essayer de leur faire commettre des fautes, je pense que ça serait de très bon augure pour la série s'ils pouvaient commettre des fautes et être éloignés du terrain. Je pense qu'ils vont mettre pas mal Davis sur Nurkic. Tu penses? Euh, ouais, alors notamment parce que on a une arme aussi très forte au-delà de nos extérieurs, c'est notre pick and roll, Mhm. Lillard, Nurkic. Ouais, Et Tony Davis est plutôt bon en plus pour défendre sur le pick and roll, donc j'ai peur qu'ils nous mettent pas mal Davis pour le sur le- switch, pour switcher sur Lillard, Ouais, je pense par parce exemple. il sera d'autant plus capable de le faire que Magui. Donc je pense qu'ils vont jouer sur Ouais. ce coup-là parce qu'il est capable sur pick and roll, le Davis est plutôt très bon. Donc j'ai peur qu'ils nous mettent vraiment dans les pattes. Après, comme Mhm. tu l'as dit, Nurkic, il aime bien se frotter aussi aux autres intérieurs. Donc il peut faire tomber quelques fautes à Davis éventuellement. Oui, c'est pas impossible. Mais je pense Ouais. qu'ils vont surtout que Nurkic est quand même plus dangereux que Collins. Donc je pense qu'ils vont pas mal jouer sur Davis, Nurkic. Je suis plutôt d'accord. Et du coup, pour rebondir sur la question de Lilian, on se demandait comment est-ce que les Lakers vont pouvoir contenir Dame Lillard. On peut se poser la question individuellement quand on se l'est posé sur Anthony Davis et LeBron James. Si on répond à cette question, comme Flo l'a dit, ils n'ont pas de défenseur élite pour défendre sur Dame Lillard avec la blessure d'Avery Bradley. J'aime bien Danny Green, c'est pas le défenseur que c'était à San Antonio. J'aime bien Kentavious Caldwell-Pope, j'aime bien Caruso, mais c'est pas des défenseurs élites. Et surtout, comme on l'a dit, que ce soit de leur côté ou d'une autre, ça va être une défense d'équipe avant d'être une défense individuelle. Et Dame Lillard, c'est un joueur qui joue très très bien le pick and roll et je pense qu'il aura l'intelligence à chaque fois de demander
le screen et de jouer sur pick and roll pour se retrouver face à Javal Magui et pour le jouer sur pick and roll parce que c'est une de nos grandes forces et c'est une des forces de Dame Lillard et même de CJ McCollum. Donc à partir du moment où Lillard va prendre son écran et qu'il va se retrouver comme Javal Magui contre Dwight Howard par séquence aussi quand il se retrouve face à la second unit, ça peut faire très très mal. On l'a vu face aux Mavericks où Porzingis montait pas. Quand tu montes pas, tu te fais pénaliser et quand tu montes, tu te fais déposer. Donc quand tu vas se retrouver, quand ça va switcher face à des joueurs comme Javal Magui, comme Dwight Howard, ça peut faire très très mal. Et CJ McCollum aussi dans la même veine, c'est un joueur qui joue très très bien le pick and roll et que tu peux pas te permettre de disrespect. Donc soit tu le sers à 3 points et à ce moment-là il te dépose, ou soit tu choisis de le laisser shooter et il te sanctionne derrière. Donc évidemment que ça va être un sacré casse-tête pour les Lakers de défendre notre backcourt et qu'il faudra jouer sur le pick and roll qui est un de nos atouts majeurs. Ouais, c'est pour ça qu'il faudra. C'est vrai que si on est très performant sur le pick and roll, Vogel pourrait vite sortir Magui et Howard et mettre, comme l'a dit Flo, Davis au poste 5, qui est un peu leur 5 de la mort. Quand ils mettent Davis en 5, ils ont un 5 assez redoutable, que ce soit offensivement ou défensivement, où ils peuvent aligner Danny Green, KCP, Kuzma, LeBron James en 4 et Anthony Davis en 5. Et c'est souvent le 5 qu'ils ont utilisé pour terminer les matchs. Et que ce soit défensivement ou offensivement, c'est quand même un 5 qui tout simplement être dévastateur. Donc, il va falloir faire attention à ça. Après, le fait d'avoir Davis en 5, même si c'est un très bon défenseur, ça peut être aussi l'occasion, comme on l'a dit, de lui faire provoquer des fautes et de justement le pénaliser et de lui rendre un match compliqué. Mais du coup, en parlant d'Anthony Davis, on va voir s'il y a une tactique collective que les Blazers peuvent peut-être adopter, notamment défensivement. Alors, on sait que c'est pas la spécialité des Blazers depuis plusieurs années, et encore moins cette saison. Et le profil des joueurs adverses, donc comme on l'a dit, n'est pas là pour rassurer. Mais on sait qu'en play-off, du coup, il faut souvent faire des concessions, un peu choisir. On choisit un peu son poison, le moins pire entre guillemets. Donc, je vais vous donner la première possibilité d'entre elles. Est-ce que les Blazers doivent laisser les Lakers shooter à 3 points? Alors, avant de vous laisser la parole, je m'explique. Les Lakers cette année, c'est la 21e adresse à 3 points avec 34% de réussite. On sait que c'est pas la spécialité de LeBron James. Danny Green cette saison, comme on l'a dit, est loin de faire sa meilleure saison à 3 points. Kyle Kuzma manque encore de consistance derrière l'arc. Pareil pour Anthony Davis. Alors, est-ce qu'il faudrait pas blinder la raquette et laisser les Lakers prendre des tirs à longue distance, quitte à ce que des fois ils nous mettent des séries, mais en tout cas, c'est peut-être la solution la moins pire, Adrien. Ouais, faudra s'ajuster. Faut voir si on voit que on concède beaucoup de 3 points. De toute façon, que ce soit contre les Lakers ou pas, on est une équipe qui concède énormément de shoot à 3 points. Donc, je pense que ça va être le cas contre les Lakers avec LeBron James qui va focaliser la défense sur lui et notamment Anthony Davis. Dans tous les cas, les Lakers, ils auront des shoots ouverts à 3 points. Maintenant, il faudra s'ajuster. Si on voit que ça commence à être un orage pour les Lakers à 3 points et qu'ils commencent à mettre dedans de partout, il va peut-être falloir commencer à les respecter à l'extérieur. Faudra s'ajuster. Faut évidemment compter sur une maladresse des joueurs de Frank Vogel. Comme j'ai dit, je suis plutôt d'avis de voir ce que ça donne et de les laisser plus ou moins shooter à l'extérieur parce que les menaces numéro 1 sont LeBron James et Anthony Davis. Mais comme j'ai dit, voilà, faudra s'ajuster. On aura des joueurs pour partir en mission, comme Gary Trent Jr. notamment. Faut voir. Faudra s'ajuster. Il faut voir s'ils mettent pas dedans. Voilà. De toute façon, on va en prendre des points. Ça, c'est sûr. On va prendre beaucoup de points. Maintenant, le tout, ça va être d'en mettre plus qu'eux, tout simplement. C'est tout pour l'attaque. Je pense que ça sert pas à grand chose d'essayer de chercher des grosses solutions défensives, miracle absolument. Je pense que le tout, c'est surtout de contenir un minimum Anthony Davis et LeBron James et d'essayer après nous, mettre plus de points qu'eux, tout simplement. En effet, si ça fonctionne, pourquoi pas. C'est sûr qu'il vaut mieux les laisser shooter à 3 points que les laisser pilonner dans la raquette parce que c'est un registre dans lequel ils sont beaucoup plus à l'aise. Donc oui, ça peut être une solution. L'adresse à 3 points sera un élément important. En plus, alors c'est pas forcément notre spécialité de défendre sur les 3 points, mais s'ils sont pas très adroits, on peut tenter ce pari.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec Adrien. Alors, faut pas non plus leur laisser des chutes ouvertes, hein, mais c'est clair que c'est pas leur fort. Donc, autant s'ils veulent nous tuer, autant qu'ils y essaient par cette voie-là. Ce sera pas le chemin le plus court pour eux, donc tant mieux pour nous. Ouais, surtout que les Blazers sont pas forcément les meilleurs pour être voilà, comme tu l'as dit, sur la défense à 3 points, on a du mal à passer dans les écrans. Bon là on a cette couverture en drop qui fait que le pivot reste assez bas. Donc pourquoi pas tout miser là, enfin c'est-à-dire proposer on sait qu'on a une force dans le fait d'attendre les équipes à l'intérieur. Et en fait, c'est une vidéo notamment de Lakers Film Room sur YouTube que j'ai vue où ils montraient la différence entre l'attaque des Lakers en première mi-temps lors du match de Noël face aux Clippers où ils avaient marqué plus de 60 points, ils avaient roulé en attaque. Et en deuxième mi-temps, les Clippers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont attendus, ils passaient en dessous des écrans. Quand ça donnait la balle à l'intérieur, ça venait trappe à 2 voire 3. Et donc, ils forçaient les Lakers à prendre des shoots. Alors, bien sûr, ça peut. Enfin, mais c'est pas parce qu'ils ont une adresse à 3 points en général qui est plutôt mauvaise qu'il n'y a pas un soir où ils peuvent nous coller 45% à 3 points, ça c'est sûr. Mais c'est une piste potentielle pour les Blazers. Je ne sais pas si vous en voyez d'autres collectivement sur les choix que pourrait faire Terry Stotts. Faudra être très vigilant au rebond parce que c'est une équipe plutôt bonne au rebond offensif et on ne pourra pas se permettre de leur laisser une seconde chance. C'est une équipe trop bonne il y a trop de talent pour leur donner des shoots gratuits en des secondes chances. Donc il faudra être aussi assez vigilant dans ce registre. Après, une des clés pour parler de nous, et ça c'est indépendant de notre adversaire que sont les Lakers, et c'est un constat qu'on a fait pendant la bulle, c'est notre problème de faute. On est une équipe, alors j'ai pas la stat, mais je suis prêt à parier qu'on est l'équipe qui commet le plus de fautes de toute la bulle. Sans compter le 9e match qu'on a eu en plus sur les autres équipes, je suis sûr qu'on est l'équipe qui fait le plus de fautes. Et le problème qu'on a, c'est que notre rotation, elle est très limitée. On tourne à 7, voire 8 joueurs. Tu as Gary Trent Jr. et Hassan Whiteside qui ont un temps de jeu très conséquent. Enfin, surtout Gary Trent Jr., mais Hassan Whiteside aussi qui a un temps de jeu conséquent en sortie de banc. Derrière, on a quelques flashs de Mario Hezonja, parfois Wayne Gabriel, parfois Anthony Simons. Mais on a une rotation qui est quand même très, très limitée. Donc, si on commet des fautes, on est rapidement dépassé et on l'a vu notamment contre Memphis où Nurkic a des problèmes de faute rapidement et du coup on se retrouve avec Hassan Whiteside et c'est là qu'on prend l'eau. Donc je pense que voilà, faudra régler ce problème-là, faut arrêter d'être trop naïf, même si on va se retrouver face à des joueurs comme Anthony Davis qui vont provoquer beaucoup de fautes. Faut vraiment essayer d'être sérieux à ce niveau-là. Faut arrêter de sauter sur les feintes. Faut arrêter de vouloir absolument aller au bloc alors que le panier il est quasiment acté quoi. Voilà, faut essayer d'être beaucoup plus sérieux je pense sur ce secteur-là, que ce soit Jusuf Nurkic, que ce soit Zach Collins, que ce soit Hassan Whiteside, que ce soit même Gary Trent Jr. c'est très bien ce qu'il fait, mais voilà, je pense qu'il faudra faire attention à ces problèmes de faute parce qu'avec la profondeur de banc qu'on a, si on est embêté par les fautes, on risque d'avoir de gros problèmes. Surtout que le souci, c'est que les Lakers, ils en font c'est du pain béni pour eux qui jouent beaucoup de leur possession en isolation et donc qui forcent la provocation de faute. Anthony Davis, des fois, il termine des matchs en ayant tenté 20 lancers francs. Enfin, c'est n'importe quoi. Il peut limite, lui et LeBron James peuvent limite faire sortir toute l'équipe adverse à eux deux. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra surveiller. Et maintenant, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, messieurs, on peut, après les aspects collectifs, on va maintenant se focaliser sur un joueur. Je vous ai demandé de me donner un joueur de chaque équipe qui pourrait faire basculer la rencontre, enfin la série plutôt, d'un côté comme de l'autre. On va commencer avec toi, Florent. Il me semble que côté Lakers, on en a déjà un petit peu parlé. Tu as choisi KCP. Oui, KCP, parce que il est capable du meilleur, un peu comme du pire. Alors, on a du mal à retrouver le KCP époque Détroit, mais il peut être un élément clé. D'une part, parce qu'on a parlé des 3 points, il est capable de prendre des shoots et de les mettre. S'il est dans un bon jour, ça pourra nous poser des problèmes. Et puis, ça reste un bon défenseur. En tout cas, il peut être bon défenseur quand il en a envie. Et ça pourrait nous poser des problèmes, d'une part, parce qu'il pourrait mettre à mal un peu plus nos extérieurs ou Melo. Donc, KCP peut être un peu la petite aiguille qui sort du chapeau qui nous met à mal. Ouais.
KCP qui fait quand même une meilleure saison que ce qu'il a pu faire ces derniers temps aux Lakers, Ouais. notamment au shoot ou que ce soit en défense. Donc il est quand même, ce n'est pas le KCP qu'on avait presque un peu enterré ces dernières années aux Lakers. Et toi, Adrien, tu as choisi comme moi pour les Lakers Kyle Kuzma, le 6e homme de Los Angeles. Ouais, un peu dans la même veine de KCP. Kuzma, on commence à le connaître. C'est un joueur qui, pareil, peut prendre feu à 3 points. On l'a dit, c'est une des clés de cette série côté Lakers. Lui, c'est clairement un joueur qui peut prendre feu. Et il aura des shoots ouverts, forcément. Tu l'as dit aussi, Lilian. Les Lakers vont aussi parfois jouer avec Anthony Davis et Kyle Kuzma à l'intérieur. Du coup, il sera forcément défendu par soit Zach Collins, soit Jusuf Nurkic, qui seront obligés d'aller le chercher au large. Donc voilà, je pense qu'il aura les shoots. Il aura beaucoup de shoots, je pense, dans cette série. Et s'il met dedans et s'il prend feu, ça peut être un gros game changer et un vrai facteur X, Kyle Kuzma. Et à l'inverse, s'il commence à briquer, s'il commence à envoyer des 0 sur 8, etc., ça peut tourner à notre avantage. Donc je pense que l'impact de Kyle Kuzma dans cette série peut être déterminante pour nous comme pour les Lakers. Et surtout que Kyle Kuzma peut clairement être une cible aussi pour les Blazers. On sait que défensivement, c'est pas forcément le meilleur défenseur des Lakers, que ce soit par sa vitesse latérale ou même par ses instincts, son QI défensif. Donc, ce sera aussi une cible pour, par exemple, Zach Collins ou un Carmelo Anthony avec ses moves au poste. Ouais. On pourra peut-être s'en régaler. On peut maintenant passer aux joueurs qui feraient la différence côté Blazers. Bon, j'entends déjà les fans, j'entends déjà mes oreilles siffler parce que j'ai choisi Hassan Whiteside, le pivot remplaçant désormais des Blazers, parce que pour moi, il sera dans sa match-up, normalement, il sera opposé à Dwight Howard, le remplaçant au poste 5 des Lakers. Et Dwight Howard qui fait plutôt une belle saison en tant que role-player du côté de Los Angeles, qui s'est bien amélioré défensivement, qui fait preuve d'envie. Un peu tout le contraire de Whiteside, qui dans la bulle je ne sais pas comment le définir, mais a soufflé le chaud, le froid, et c'était plus souvent le froid que le chaud. Il y avait des passages cataclysmiques où on encaissait point sur point. Donc rien que sur les courts passages où il sera sur le terrain, il faudra au moins qu'il fasse preuve d'envie. On aura, moi, si je peux voir un point positif dans cette match-up, c'est qu'on aura au moins un body à mettre en face de Dwight Howard, parce que cette saison, c'était pas évident quand on avait Skal Labissière ou quand on mettait Tolliver à l'intérieur. Donc au moins là, il y aura un semblant de répondant physique. Donc j'espère qu'au moins Whiteside fera preuve d'envie. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire sur mon choix, messieurs, qui est, je le concède, contestable, mais qui pourrait faire la différence peut-être. Je ne sais pas si Flo est du même avis. Je pense que Flo est un peu hérité à propos d'Hassan. Moi, je suis plutôt d'accord sur Hassan Whiteside. C'est du pile ou face. Voilà, c'est du pile ou face. S'il est dans un bon soir, il peut faire basculer le match en notre faveur. Et s'il est dans un mauvais soir, il peut nous tuer, hein, littéralement, comme ça a failli être le cas contre Memphis, où il a failli nous coûter le match et où il nous a coûté bien d'autres matchs d'ailleurs en saison régulière et même pendant la bulle, et où il nous a fait aussi gagner des matchs contre les Nets par exemple. Il a été bon aussi contre les Mavs, aussi très bon quand Jusuf Nurkic a eu un coup de moins bien. Hassan Whiteside aussi, on le rappelle, il a fait aussi un très très bon match lors du dernier affrontement entre les Lakers et les Blazers cette saison. Il fait 30 points, 12 rebonds pour une grosse victoire avec un Dame qui était notamment monstrueux. Voilà, ça va être du pile ou face. Flo, est-ce que tu as un mot à dire sur Whiteside? Je vais me faire censurer. Non, Whiteside. Écoutez, que dire? Oui, il est capable. Quand tu dis pile ou face, moi j'ai envie de dire que c'est pile ou face ses tranches, quoi. Il est bon sur la tranche et oui, la plupart du temps, il est quand même handicapant pile et face. Non, oui, il peut faire quelque chose s'il a envie et s'il est dedans, mais plus le temps. Son match contre Memphis m'a véritablement agacé parce que c'est un match coup près. Des deux côtés, il y avait quand même des joueurs qui étaient absolument motivés. Et puis, il y avait lui qui revenait de National 4 du dimanche matin. Il était clairement à côté. Voilà, c'est aussi frustrant qu'agaçant.
Oui, il peut être le facteur X parce que par accident, il est capable d'être bon, mais ouais, Par accident. voilà, quoi. Ouais, voilà, non, mais c'est plus du dépit qu'autre chose. Mais Ouais. comme je disais, plus il joue, plus la valeur de son contrat baisse, donc ça me fait plaisir. Mais c'est la seule source de plaisir que j'ai avec lui. Mais non, voilà. Oui, j'ai- j'ai- il peut faire quelque chose, mais c'est comme Mario et Zonza, quoi. Il est capable de faire quelque chose, mais on ne sait jamais quand. Et lui-même non plus d'ailleurs. Mais ça reste des joueurs accidents, bons par accident. Mais c'est risqué, quoi. Après, s'il se déchaîne, s'il a envie, peut-être. Mais est-ce qu'il aura envie sur 4 matchs et plus infinité? Je ne pense pas. Donc, on a quand même bien vu que quand il n'est pas là, c'est catastrophique, quoi. Après, la petite source d'optimisme que j'ai avec Whiteside, c'est que pour le coup, match de playoff, on joue les Lakers. Il a plutôt bien joué cette saison face aux Lakers. C'est quelqu'un qui aime se montrer, qui aime quand les matchs brillent un peu. Et donc, comme tu l'as dit, en plus, il faut qu'il aille chercher un contrat l'an prochain. Donc, Pépère, s'il veut se bouger, Ouais, mais s'il veut se montrer, c'est maintenant. ça, c'est depuis le début de la saison qu'il cherche son contrat. Depuis le début de la saison, il est à côté. Et enfin, le match contre Memphis, c'était un match important, quoi. Il a rien montré. Donc, le côté, il va se réveiller parce que c'est les Lakers par les playoffs. Moi, j'y crois même pas à ça parce que il l'a fait contre Memphis. C'était un match important. Les gens l'ont regardé. Il n'y avait pas d'autre affiche à ce moment-là. Donc, ceux qui voulaient regarder du basket, ils l'ont forcément regardé. C'était un match avec enjeu. C'était une sorte de winner go home. Enfin, surtout pour Memphis. Ça l'était à 50% pour nous et il n'a pas montré plus que ça, donc je suis même pas sûr que je sais pas ce qui le motive dans la vie, mais je suis pas sûr que ce soit fait de jouer les Lakers en playoff, hein. Je suis même pas sûr, quoi. J'avoue que c'est un joueur qui me laisse circonspect, mais pas pour des bonnes raisons. Ça fait 5 minutes que je me fais l'avocat du diable. Je crois que ça fait déjà beaucoup trop pour cette émission. Donc, on va passer aux autres joueurs à suivre côté Blazers. Et Adrien, tu as choisi CJ McCollum. Ouais, CJ, voilà, on commence à le connaître, hein. Pour ceux qui l'avaient oublié, ils ont bien vu contre Memphis le joueur que c'était. CJ McCollum, c'est un joueur qui peut se révéler en playoff. On l'a vu l'année dernière. Sa série contre OKC, on parle beaucoup de Damian Lillard, mais sa série contre OKC, elle est excellente. Et sa série contre Denver, c'est un masterpiece. Donc, CJ McCollum dans les gros moments et quand ça compte vraiment, c'est là qu'il est déterminant. Et sa performance, ça va être évidemment sa performance va être évidemment déterminante pour nous. Euh, on aura très certainement un grand Damian Lillard, ça j'en doute pas. Et si on a un grand CJ McCollum pour l'épauler, ça peut clairement changer la donne. Et Damian Lillard sort d'une fin de saison excellente, enfin sort d'une saison tout simplement excellente et d'une fin de saison avec une bulle absolument extraordinaire, MVP de la bulle, avec toutes les stats qu'on connaît, 52 points, 62 points. Je pense que les Lakers vont lui réserver un vrai plan traitement de défensif. faveur. Ouais, clairement, vont clairement lui réserver un traitement de faveur. Et du coup, ça va créer des brèches pour CJ McCollum, mais je pense qu'il va falloir qu'il réponde présent. Et je pense qu'on peut compter sur un grand CJ McCollum en playoff. Et Carmelo Anthony également, mais surtout CJ McCollum. Et s'il peut nous faire aussi quelques petites missions défensives un tout petit peu, voilà, faut pas trop lui en demander, mais si par moment il peut nous faire quelques petites séquences défensives un peu sérieuses avec voilà des gros shoots en fin de match, ça peut vraiment changer la donne et changer le visage de notre équipe. Et Adrien qui fait un merveilleux driving kick pour Florent, qui a choisi Melo, Skinny Melo, Clutch Melo dans cette bulle. Alors, il peut vraiment faire la différence face à son copain LeBron James, Florent? Enfin, la différence sur les LeBron James, c'est pas aisé, c'est pas donné à tout le monde. Mais déjà, ils vont se croiser. Je crois que c'est la deuxième fois qu'ils se croisent quand même, alors qu'ils ont tous les deux des carrières longues et respectables. Mais oui, ça peut être un facteur X parce qu'on l'a vu notamment contre Memphis, hein. Il met dans un corner un 3 points très très important. Il peut, alors bien sûr qu'il aura du mal en défense, on le sait très bien, mais il peut donner du fil à retordre en attaque. Ça peut être le petit plus qui nous aide. Il faudra qu'on ait un troisième bonhomme derrière les deux.
Ça peut être Nurkic, mais il va être pas mal embêté sur le dos. Donc pourquoi pas Melo qui nous sort voilà une petite. Va falloir qu'il soit bien présent, pas forcément très présent, mais efficace en tout cas dans sa présence. Ça peut être le petit voilà. C'était aussi pour pas mentionner comme vous McCollum. Voilà, cette histoire d'en citer un autre, mais Melo oui peut faire du bien en attaque. On aura besoin de lui. L'expérience aussi peut jouer, hein, on sait jamais, mais voilà, ça peut être le petit truc où de la même manière, ça peut être presque plutôt qu'un homme, ça peut être le duo Melo Collins. Collins aussi devra faire des bonnes choses. S'il se retrouve amené à jouer face à McGee, il peut le provoquer, hein, il peut le battre tout à fait. Hein, il en a les éléments techniques notamment. Donc voilà, c'est plus finalement ce duo-là qui peut être le facteur X. S'ils sont en forme, ça peut faire chier un peu les Lakers qui ne seront pas forcément amenés à se focaliser sur eux à la base en tout cas. Et donc pour cette dernière partie, vous vous en doutez, c'est maintenant l'heure des pronostics. Alors il y a deux paris qui sont les mêmes, donc qui sont plutôt évidents, mais on va laisser d'abord la parole à l'optimiste du groupe, c'est Adrien. Adrien qui, je crois, voit les Blazers s'imposer pour le plus grand bonheur de nos auditeurs. Bien sûr, faut être optimiste. Je suis d'un naturel très optimiste, c'est pas nouveau. Voilà, il y a plusieurs raisons qui me font penser ça. Pour revenir sur ce qu'a dit Flo juste avant, on aura besoin d'un troisième homme derrière Dame Lillard et CJ McCollum. On aura besoin d'un quatrième homme derrière Dame Lillard, CJ McCollum, Carmelo Anthony. On aura besoin d'un cinquième homme derrière Dame Lillard, Carmelo Anthony, CJ McCollum, Nurkic. On aura besoin de tout le monde. On aura besoin d'Adrien en train de tweeter aussi. Exactement, ça donne de la force toujours. On aura besoin de toute la Blazers Nation présente sur les live tweets à 3h du matin. Faudra être courageux, mais voilà. J'ai l'impression qu'on est en train de créer une très très belle dynamique avec cette équipe-là, avec ce collectif. J'y crois beaucoup. On n'a pas beaucoup parlé d'Dame Lillard pendant ce podcast, mais on en a déjà beaucoup parlé avant. À partir du moment où on a Dame Lillard et je ne cesse de le répéter, tout est possible. Évidemment qu'on peut le faire. Donc voilà, 4-2 Blazers in 6. On y croit fort et voilà, malgré la tendance et malgré le fait que les Blazers soient grands favoris, que ça va être très très difficile, on est optimiste et on y croit. Et toi, Florent, en bon sage du groupe, tu penses comme moi que les Blazers vont rivaliser, mais vont finalement s'incliner. Et je crois que toi, tu as choisi le score de 4-1 en faveur des Lakers, comme moi d'ailleurs. Je pense que ce sera 4-1, 4-2 si Whiteside se blesse. Mais c'est gratuit. Mais c'est purement gratuit. Mais non, oui, 4-1, éventuellement 4-2. Comme le disait Adrien, on n'est pas. C'est là-dessus, on a un coup à jouer. Les deux équipes n'ont pas la même dynamique. Nous, les playoffs, finalement, on les a commencés depuis 15 jours, hein, d'une certaine manière. Alors, le coup près n'était pas si lourd que ça, mais voilà, on est en sprint depuis une quinzaine de jours, donc on a déjà le couteau entre les dents. Les Lakers, c'était un peu en relax, ils ont gagné au début pour se tranquilliser, donc on peut les surprendre, d'autant plus que on joue pas à Los Angeles, on jouera pas non plus à Portland, tout le monde jouera à Orlando, terrain neutre. Sur un match ou sur deux matchs au tout début, on peut les surprendre, on peut les bousculer. C'est là où on peut les inquiéter, leur faire mal et prendre un, voire pourquoi pas les deux premiers matchs. Je pense que voilà, c'est surtout là-dessus qu'on leur posera des problèmes. Après, je crains quand même qu'il y ait une usure physique. C'est le problème d'avoir commencé, comme je le disais, plus ou moins les playoffs il y a 15 jours, c'est que on va peut-être un peu s'émousser. Hein. Lillard, ça fait quand même 15 jours qu'il joue beaucoup, il fait beaucoup, ça va peut-être lui coûter un peu cher. McCollum, les vertèbres, au bout d'un moment, ça va quand même peut-être lui tirer un peu trop. Donc voilà, si on doit faire une surprise, je pense que ce sera surtout en début de série. C'est là où on peut commencer à leur faire se poser des questions, les agacer un peu. C'est là qu'il faudra les surprendre. Voilà. Après, je pense que les choses vont quand même revenir à la normale et que les LeBron James n'a pas non plus trop envie de s'éterniser dans cette première série. Donc, si on commence à lui chatouiller un peu la barbe blanchissante maintenant, il va s'agacer et ça risque de nous coûter cher. Mais voilà. Mais sur un malentendu, ça peut toujours passer, comme dirait l'autre. Voilà. Après, ouais, excuse-moi. Non, je t'en prie. Ouais, non, juste pour rebondir sur les Blazers, la chance qu'on a aussi, et je pense que c'est un truc qui va jouer pour nous, c'est qu'on est quand même 8e. On va jouer sans pression. Je pense que la pression elle est surtout sur le dos des Lakers. Et voilà, les Blazers qui jouent libérés, ça peut jouer aussi. Voilà, notre saison,
Je dirais pas jusqu'à dire qu'elle est réussie parce que si on prend un sweep, ça va faire mal. Mais voilà, on a fait le run qu'il fallait pour accrocher les playoffs. C'était notre objectif. Maintenant, je pense que c'est que du bonus et que la pression, elle est plus sur les Lakers que sur nous. Je sais pas ce que tu en penses, Lilian. Oui, clairement, la pression est sur les Lakers. Après, eux, ce qu'ils visent, c'est le titre. Donc, le premier tour n'est qu'une étape. Parier contre LeBron James au meilleur des 7 matchs, c'est toujours un pari très risqué. On le sait bien. Mais oui, clairement, les Lakers sont favoris. Si, comme vous l'avez très bien dit, si on peut les surprendre, c'est au début, avant que leur alchimie se mette en place. Parce qu'en plus, on l'a pas forcément mentionné, là, mais ils ont des nouveaux joueurs intégrés. Dion Waiter, J.R. Smith. Bon, J.R. Smith, bon, voilà, c'est un peu comme Whiteside. Il faut pas trop en parler parce qu'il jouera peut-être pas des masses non plus. Il peut faire aussi des bêtises. C'est peut-être même un plus s'il joue. Donc, pour nous. Donc, voilà. C'est sur ces pronostics osés pour Adrien, plus raisonnable peut-être pour Florent et moi que se termine cette preview du premier tour concernant les... Mais j'espère me tromper, hein. Ah bah, J'espère me tromper. évidemment, c'est la même chose pour moi. On espère que l'aventure des Blazers peut débuter. Une aventure voilà, qui a commencé depuis 15 jours dans la bulle. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous les trouverez dans la description. Partagez le podcast un maximum. Et si des fans des Lakers nous écoutent, s'ils se sont perdus sur notre podcast, qu'ils n'hésitent pas à nous glisser un commentaire, à nous dire ce qu'ils ont pensé des arguments qu'on a pu avancer. Donc sur ce, on vous souhaite à toutes et à tous un bon premier tour de playoff. Et on se dit à la prochaine. Et n'oubliez pas, surtout 2 mots d'ordre pour cette série. Beat LA, beat LA. Alors bye bye. Ciao, ciao. Blazers in 6. Ciao. Go Blazers.